Bonjour. Ivo Ben-Lamessuzière, bonjour. Bonjour. Vous avez été ambassadeur en Irak, au Tchad, en Italie, en Tunisie. Vous avez aussi été à la tête de la section Afrique du Nord et Moyen-Orient au Quai d'Orsay, une des directions les plus prestigieuses du ministère des Affaires étrangères. Profession diplomate, un ambassadeur dans la tourmente, c'est le titre de votre livre. Je voudrais vous poser la première question, Ivo Ben-Lamessuzière. Est-ce qu'il est plus difficile d'être ambassadeur aujourd'hui qu'avant? Qu'est-ce qui a changé pour un ambassadeur dans la diplomatie française? Non, actuellement, c'est parce que le métier a évolué. Il s'est professionnalisé. Et c'est pour ça que j'ai intitulé mon livre « Profession diplomate », auquel je dis pour montrer que c'est un vrai métier, parce qu'il y a tellement de préjugés qui tournent autour du métier diplomatique. On voit la publicité des chocolats Rocher, et puis aussi on nous compare au marquis de Norpois, vous savez, ce personnage de Proust. Voilà, donc, alors maintenant il est très professionnel, très diversifié, parce que d'abord un ambassadeur, bon, alors il fait forcément de la grande politique, puisqu'il est le représentant du président de la République, du Premier ministre, des membres du gouvernement, et il est l'ambassadeur de la France. Et donc il est là pour transmettre les messages, pour faire un lien permanent avec le chef de l'État quand c'est possible, c'était mon cas là au Tchad, et puis avec la société civile, ce qui peut poser des problèmes, surtout si on parle à l'opposition. Et puis maintenant, il est aussi plongé dans la diplomatie économique. Ça, c'était le propos de Laurent Fabius. On fait de la diplomatie économique depuis des siècles, hein. Mais là, il fallait mettre l'accent là-dessus. Et puis, il est aussi le défenseur, le protecteur des communautés françaises qui sont à l'étranger, surtout dans ces zones bousculées et où il y a la violence terroriste notamment. Et voilà, donc, et puis maintenant, il est aussi très proche des problèmes. Ça devient très technique de plus en plus. C'est pour ça qu'il est difficile maintenant, ce que je dis un petit peu dans le livre, de nommer des écrivains, des littérateurs, parce que effectivement, il faut une formation. Et moi, quand j'étais en Irak, puisque je m'occupais de très près des programmes de destruction massive de l'Irak, dans les domaines à la fois balistiques, nucléaires, chimiques et biologiques, j'étais devenu quasiment un technicien. Et pourquoi j'étais devenu un technicien? C'était pour relever les mensonges des Américains déjà à l'époque de Clinton. Et j'allais sur le terrain parfois pour voir qu'effectivement, ce qu'ils montraient, les photos satellites... Donc sur les armes chimiques, oui, les programmes d'armement nucléaire, voilà. etc. Hein. Et puis j'étais aussi observateur de la situation donc humanitaire. On était en plein embargo et c'était, disons, tragique. Et voilà, donc, et j'étais en lien, ce que j'essaie de conceptualiser, parce que quand on est... Je n'étais pas un véritable ambassadeur, nous n'avions pas de relations diplomatiques. J'étais chef de la section des intérêts. Donc c'est un peu particulier, mais j'assistais donc sous Saddam Hussein. Sous Saddam Hussein, et en contact permanent. En 3 ans, j'ai dû voir 90 fois Tariq Aziz pour lui parler de ses programmes, pour l'amener oui, à j'ai coopérer. vu, je pense que vous êtes celui qui a le plus rencontré Tariq Aziz. Oui. C'est absolument incroyable. Vous le voyez quasiment toutes les semaines. Hein. Mais parfois, plusieurs fois par jour, parce qu'il me convoquait dans son bureau, même je faisais des nocturnes. Donc rappelez-nous qui était Tariq Aziz, Alors, qui est mort aujourd'hui. Hein. Qui est mort il y a 2 ans, qui était en fait le numéro 2 du régime et surtout chargé de la coopération internationale. Il était de facto le vrai ministre des Affaires étrangères et c'est lui qui avait en charge la négociation avec les partenaires, dont la France, et c'était la Russie aussi, la Chine qui étaient représentées, et puis aussi les contacts et les négociations permanentes avec les Nations Unies. Et donc j'étais auprès de lui, je faisais des nocturnes. Pourquoi? Parce qu'il y avait au Conseil de sécurité à New York un débat permanent autour de l'Irak. Il devait y avoir un corpus de résolution, une dizaine. Alors, c'était plus ou moins bien appliqué, donc il fallait aller auprès de lui. Et parfois, il me convoquait à 2h, 3h du matin. Parce qu'avec le décalage horaire de New York, il y avait une discussion, il me donnait son point de vue. Et donc là, on a eu cette espèce, sans familiarité, c'est difficile en Irak, mais une espèce de, disons, de complicité intellectuelle, parce qu'il connaissait parfaitement ces dossiers. Et puis on était dans un climat où les inspecteurs de ce qu'on appelait de l'UNSCOM, qui étaient chargés de découvrir les programmes d'armement de destruction massive, eh bien il y avait à la fois des agents des services secrets, notamment de la CIA, et puis aussi des quasi-aventuriers, étant bien entendu qu'il y avait aussi des spécialistes. Alors souvent c'était un peu n'importe quoi, et j'étais là
en contact permanent avec le responsable de ces inspections pour m'assurer de leur professionnalisme, ce qui n'était pas souvent le cas. Et puis, il y avait l'aspect humanitaire aussi, parce qu'il était au... Alors, on dit souvent que la diplomatie française aujourd'hui au Moyen-Orient, et plus particulièrement en Syrie, mais aussi en Irak, dans ce Levant tumultueux et chaotique, est hors jeu. Est-ce que c'est votre opinion? Et est-ce que vous pouvez aussi nous raconter quelles ont été les évolutions de la diplomatie française dans ce cœur du Moyen-Orient qui n'est jamais en paix, en fait? Alors, on ne peut pas dire qu'on n'est pas absent. On parlait de l'Irak. Là, maintenant, il y a une reprise des relations. Et parce qu'effectivement, quand il y a eu le changement en Irak, souvent, certains responsables irakiens disaient que nous étions complices de l'Irak, de Saddam Hussein. Pendant ce qui longtemps. était En absolument 2003, faux, parce ça a que été je transmettais très des vrai. messages de Saddam Hussein à Tariq al-Khazi, du président de la République, Jacques Chirac, extrêmement dur, d'ailleurs, qui ne plaisait pas à Saddam Hussein. Alors maintenant, il y a une reprise, disons, de la relation. Et bien, alors pour la Syrie, c'est différent. Parce que moi, je suis de ceux, alors qu'il y avait une tentation du nouveau président de la République de renouer le dialogue Avec le régime. avec Bachar el-Assad. Alors, effectivement, la diplomatie, le cœur de la diplomatie, c'est de parler à tout le monde. Mais je dis tout de même, là, il y a des limites pour Bachar, que j'ai bien connu, Bachar el-Assad. J'étais l'envoyé spécial, quand j'étais directeur à NMO, du président de la République. J'avais connu aussi le père. Il n'y a rien à obtenir de lui. Ce que je disais, est-il utile de reprendre un dialogue avec Bachar el-Assad, alors qu'il n'a cédé sur rien? Par contre, là où il y a eu une évolution, déjà à la fin du mandat de François Hollande, et puis de la part d'Emmanuel Macron, c'est de constater que Bachar el-Assad est toujours présent, et son régime. Donc, on peut parler avec lui, enfin, et avec son entourage, mais pas sur le plan bilatéral, mais à travers les Nations Unies. Parce que le propos de la diplomatie française, c'est de trouver une solution politique à travers les Nations Unies. D'ailleurs, on a un peu oublié qu'il y avait une résolution du Conseil de sécurité qui avait été aussi... la Russie n'y avait pas opposé son veto cette fois-ci, et qui mettait ce règlement du dossier. Donc, dans le cadre du Conseil de sécurité, dans le cadre des Nations Unies, il y a un envoyé spécial de l'ONU. Mais maintenant, la réalité sur le terrain, il y a donc la Russie qui fait partie de ces pays qui soutiennent donc le régime qui ont sauvé le régime avec, et qui l'ont avec complètement l'Iran. sauvé. Et il y a aussi l'Iran. Et là, on est plutôt dans l'unilatéralisme. Oui. C'est-à-dire que maintenant, la Russie a eu une succession de vétos au Conseil de sécurité, quand notamment la France et d'autres aussi partenaires essayaient de faire bouger les choses. On pourrait dire aussi que les Nations Unies sont complètement hors jeu en Syrie. Les négociations de Genève sont complètement enlisées, d'ailleurs en ce moment on n'en parle même plus. L'envoyé spécial des Nations Unies, les envoyés spéciaux des Nations Unies qui changent régulièrement, pour l'instant ne font que des constats d'échec. Donc les Nations Unies aussi sont hors jeu en Syrie aujourd'hui. Le propos de la diplomatie française, je sais que ça se fait pour l'instant, je pense, donc il y a des contacts avec les autres membres du Conseil de sécurité, c'est d'essayer de remettre le dossier. Parce que le moment venu, d'ailleurs les Russes l'acceptent, ils essaient de trouver... Les Russes, après avoir sauvé le régime sur le plan militaire, maintenant veulent être au cœur de la solution politique. Et ce qu'on leur fait passer comme message, il faudra bien revenir aux Nations Unies le moment venu, parce qu'il y a une résolution qui est toujours valable, mais il y a une situation qui est inextricable actuellement, avec un pays... Alors on parle de victoire de Bachar el-Assad, ce n'est pas la victoire de Bachar el-Assad. C'est la victoire des Russes et des Iraniens. Et des Iraniens. Enfin, de facto. Non, de facto. Parce que l'armée, elle a été, disons, en partie décimée. Et puis, il n'y a plus de renouvellement, puisque ceux qui fuient la Syrie actuellement, on l'oublie, ce sont ceux qui n'ont pas envie, les jeunes, de faire leur service militaire. Même, ils ne sont pas engagés dans la rébellion, mais ils ne veulent pas défendre le régime. Et puis, ils ont peur aussi, parce que sur les 300 000 décès, ce qu'on oublie de dire, il y a 50 000 soldats qui ont disparu. Et donc, le régime tient grâce, effectivement, à la protection de la Russie, et surtout de l'Iran. Et la clé du problème, elle est avec l'Iran. Parce que ils tiennent beaucoup plus sur le terrain, ils sont beaucoup plus nombreux, les passes d'Aran. Et d'ailleurs, il est difficile de discuter avec les Iraniens, parce que on ne peut pas... c'est un dossier qui relève des gardiens de la Révolution et des passes d'Aran. Et qui disent même au président, probablement, ce que j'imagine, iranien, ne touchez pas à la Syrie, c'est notre problème.
Et donc, ils sont très présents, y compris dans les fameux services de sécurité qu'on appelle les mukhabarat. Voilà, donc il y a un contrôle. Et le régime de Bachar el-Assad, la Syrie officielle, a perdu une grande partie de sa souveraineté. Il y a des territoires qui sont maintenant occupés, à mon avis, durablement par la Turquie, hein, parce que pour éviter que se crée effectivement une espèce d'autonomie kurde. Oui. Et puis, il y a aussi cette poche-là, Idlib, un peu curieuse, très importante, la région d'Idlib, où se retrouve non pas l'État islamique, mais une autre faction liée à Al-Qaïda. Et puis aussi, il y a toute forme de rébellion. Il y a eu un accord pour éviter que le régime contrôle cette région. En tout cas, il est dans la survie. Est-ce que c'est durable? C'est difficile à dire. Mais malheureusement, la Syrie restera durablement instable. Et de manière plus générale, comment jugez-vous la diplomatie moyen-orientale d'Emmanuel Macron? Alors, moi, ce que j'attendrais d'Emmanuel Macron, il s'est, au début, pendant la campagne, et puis au début de son mandat, il a souhaité s'impliquer dans les grands dossiers du Proche-Orient, parce que c'est notamment le conflit israélo-palestinien, la Syrie. Il a essayé d'apporter, effectivement, bon, il n'y a pas eu de succès parce qu'on n'a plus les mêmes leviers, objectivement, pour toutes sortes de raisons. Le départ des Américains, par exemple, nous pose véritablement un problème. Il sera difficile de continuer d'agir. Et donc, je pense qu'il reste, s'agissant des questions du Proche et du Moyen-Orient, et on peut dire du Maghreb, dans la ligne de cette diplomatie que l'on appelle gaulo-mitterrandienne. Il y a en fait une continuité. Et ce que je craignais à un moment, parce que c'est un homme qui est dynamique et qui veut imposer sa marque, qui tombe dans la gesticulation, comme l'avait fait à un moment Sarkozy, pensant qu'on pouvait réunir une grande conférence sur la paix, sur la question... Pour que la paix se fasse. Pour que la paix se fasse, etc., sans véritablement contact avec les partenaires. Évidemment, tout ceci n'a pas débouché. François Hollande ne s'y intéressait pas véritablement. Moi, j'ai eu l'occasion, mais très peu, mais de le rencontrer, et avec son entourage, il ne sentait pas ces dossiers. Ce qui est le cas apparemment de Macron. Mais alors maintenant, on se dit, mais quel type d'initiative sur le dossier structurant de la diplomatie française depuis un demi-siècle, c'est le conflit israélo-palestinien. Effectivement, qui apparaît assez peu dans le discours, ce qui me laisse penser que finalement, les diplomaties européennes, occidentales en général, se disent après tout, ce dossier n'est plus central, alors qu'il reste objectivement central. Enfin, on pourrait en parler parce qu'on voit la situation actuelle. Bon, il y aura des élections début avril en Israël. Il y a le délitement de l'autorité palestinienne, mais il y a tous les facteurs existent, compte tenu de la situation, pour que de nouveau, il y ait peut-être la troisième guerre de Gaza, hein, qu'on peut annoncer, disons, parce que il y a eu ce qui s'est passé là à Gaza, ces dizaines de morts du côté palestinien, 1300 blessés. C'est une jeune génération. Et les intifadas, eh bien, se succèdent au fur et à mesure de l'évolution des générations. Donc moi, je suis très pessimiste. Et là-dessus, on doit voir... Parce qu'en fait, la diplomatie de la France, ça ne veut pas dire uniquement être au cœur du règlement sur le conflit israélo-palestinien. Il y avait le rôle des Américains tout à fait fondamental. Mais on n'était pas loin derrière. Moi, quand j'étais directeur NMO, je passais mon temps à discuter avec les Américains. On faisait de l'ingénierie diplomatique. C'est ça la marque. C'est-à-dire, voilà quels sont les éléments, comment on peut essayer de faire évoluer le dossier. Et puis, de temps en temps, ils nous écoutaient. Là, actuellement, avec Trump, c'est extrêmement difficile. Alors, compte tenu de cette politique unilatérale, donc de Trump, il est extrêmement difficile d'avoir une vision, puisque quand j'en parle au Quai d'Orsay, eh bien, on me dit nous sommes dans l'attente du plan américain, qui a du mal à sortir, parce qu'il y a eu des évolutions un peu contraires, et qui fait qu'il ne sortira peut-être jamais. Et pendant ce temps-là, la situation est extrêmement risquée pour l'avenir. Hein, Alors voilà, c'est l'un des dossiers. Et je crois que par contre, il y a une véritable politique, au lieu d'avoir... Disons, c'est terminé la politique arabe de la France. Elle était valable à l'époque du général de Gaulle, de Pompidou, voire de Giscard d'Estaing, parce que nous étions donc à un moment en rupture avec le monde arabe. Mais maintenant, elle n'a plus lieu d'être. Il faut avoir une politique sur les questions du Proche-Orient et mettre en relation les différentes crises. Il y a des interconnexions, même si on ne doit pas tout ramener au conflit israélo-palestinien, mais il est finalement la matrice.
Et puis, donc, c'est la priorité Maghreb, en quelque sorte. C'est l'Afrique du Nord, parce que nous y avons des intérêts, nous avons une histoire commune, et c'est là où peut-être il y a une diplomatie plus active. Merci beaucoup Yves Aubin de la Messusière. Encore une fois, je vous recommande chaudement son livre « Profession diplomate, un ambassadeur dans la tourmente » chez Plomb. Merci. Merci.